Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, émigration irrégulière des Sénégalais morts en République dominicaine, annonce faite par Horizon Sans Frontières. Les détails dès le début de cette édition. À Kaffrine, les délestages en électricité exaspèrent les populations. Les coupures ralentissent les activités. Reportage à suivre. Violence faite aux femmes vivant avec un handicap. Le réseau panafricain pour le respect des droits des femmes se mobilise pour faire cesser les abus. En sport, l'écran olympique est toujours vide, mais le record national de 400 mètres a été battu hier par Chertidiane Diouf, record de 56 ans détenu jusque-là par Amadou Gakou. Nous l'avons rencontré, il est ravi. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Immigration irrégulière des Sénégalais morts dans une embarcation en République dominicaine. L'information est de Horizon Sans Frontières. Son président livre les circonstances, le voici. Il se serait égaré parce que généralement quand même ces bateaux de migrants vont vers les îles Canaries. Soit on emprunte Lampedusa, la Méditerranée centrale pour aller vers Lampedusa, soit la Méditerranée occidentale pour aller vers l'Espagne. Donc apparemment ils se sont égarés. Donc dans le bateau on a découvert 14 corps de migrants, donc tous candidats à l'immigration clandestine. Parmi les corps qui ont été identifiés, il y a entre autres 2 ressortissants sénégalais. Je ne pense pas que ces gens-là allaient vers les îles Caraïbes, vers la République dominicaine. Non. Je pense plutôt à un bateau qui s'est égaré en mer depuis des semaines, voire des mois. Généralement, quand on emprunte cette zone-là, c'est la voie terrestre, c'est la destination Nicaragua pour entrer aux États-Unis. Donc, moi j'ai l'impression, et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, cette embarcation s'est égarée. Donc voilà, ils se sont égarés. Et d'ailleurs même, le fait qu'on trouve qu'uniquement que des cadavres dans le bateau prouve que c'est une embarcation qui s'est égarée. À Kaffrine, coupure intempestive d'électricité, l'inconfort exaspère les populations. Les délestages ralentissent fortement l'activité. Voyons tout cela avec Ndaya Obey et Abdou Karim Bey. Ces coupures d'électricité qui durent des fois des heures impactent négativement les activités. Sidi Malosso, menuisier métallique établi au quartier Escale. On ne peut même pas travailler normalement avec les coupures de courant. En plus, ça endommage le matériel. C'est vraiment difficile de travailler dans ces conditions à Kaffrine. Babacar Sek, tailleur au centre commercial de Kaffrine, vit la même chose. Dans le désarroi, il invite les autorités à régler ce problème qui ralentit leurs activités. On constate des coupures de 5 minutes et puis ça revient. Et c'est comme ça que ça se passe pendant presque toute la journée. Avec ces coupures fréquentes, je peux dire qu'on ne travaille même pas 3 heures de temps par jour. Et malheureusement, quand il y a des retards de livraison, les clients ne nous comprennent pas. À Djamagun Centre aussi, les habitants vivent le même calvaire. Ils déversent leur colère sur les responsables de la Sénélec. Mais les factures ne diminuent pas. Et ça, c'est pas normal, c'est du vol. Et à partir de là, la responsabilité vraiment doit être pointée sur la Sénélec qui devrait en tout cas revoir sa copie pour essayer de distribuer. C'est pas parce qu'on est en hivernage qu'on ne doit pas avoir du courant. Interpellé, le chef d'agence de la Sénélec de Kaffrine ne souhaite pas se prononcer sur les coupures d'électricité. Contrat signé entre la Sénélec et West African Energy pour une centrale électrique. Amadou Ly, le président de Yessal En Marche, dénonce de supposées violations dans le secteur de l'énergie. Violations qui seraient perpétrées par la direction sortante de la Société nationale. West African Energy est une création ex nihilo, c'est-à-dire une création faite de toutes pièces en novembre 2019, qui n'a aucun état de service, aucune preuve d'expérience quelconque dans le domaine pour aspirer à faire ce genre de projet. Et donc,
signer un contrat aussi important sur une durée de 25 ans, pour un investissement, nous dit-on, de 200 et quelques milliards de francs CFA. Mais en vérité, le montant du contrat, ce n'est pas l'investissement. C'est ce que le contrat peut rapporter au cours de la durée de 25 ans. Considérant le prix auquel le kilowattheure qui sera produit sera vendu, considérant les paramètres techniques du style puissance nominale, durée de fonctionnement, disponibilité de la centrale, quand vous faites ça, vous arrivez à 3 500 milliards sur les 25 ans. C'est plus de 140 milliards par an qu'on a donné en entente directe, sans aucun appel d'offres, en totale violation des lois du Sénégal. Qu'au-delà de cela, il y a eu d'autres violations sur la centrale charbon de Sendou, où il y a eu 21 millions de dollars de surfacturation. Ce ne sont pas mes mots, c'est cher Yérim Seck qui l'a écrit dans son livre, les pages 65, 66, 67. Il y détaille les navires qui sont venus charger, qui sont partis de Russie, qui sont arrivés à Dakar avec des chargements de charbon pour la centrale de Sendou, avec des surfacturations cumulées qui font autour de 21 millions de dollars, ça fait 13 milliards de francs CFA. En précisant également la répartition, en disant qu'il y avait 3 millions de dollars qui allaient vers les arrangeurs et les gens qui ont joué le rôle d'intermédiaire dans ça, et 18 millions de dollars qui sont des rétrocommissions qui ont été reversées aux gens qui ont monté ces coûts-là. Ceci est une violation grave, une autre violation grave, caractéristique du management sortant, et que je considère que nous ne pouvons pas laisser passer. Elle se dit victime de persécutions et de harcèlement. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire face à la presse, Diegui Diop, dit n'avoir jamais refusé de procéder à une cérémonie de passation de service. Selon elle, l'État veut casser son élan d'opposante. La voici. Au lendemain de ma participation, le 24 juin 2024, à une émission organisée par une radio de la plage, je vous nommais l'ARFM, sur les 100 jours du nouveau programme. Certainement, les adeptes de la pensée unique, souhaitant une opposition de confort, avaient souffert de mes critiques tranchantes, car dès le lendemain était enclenchée une brutale opération de démolition de ma personne. Le 25 juin, le lendemain, je reçois la lettre de la mise en demeure avec le sort confidentiel par mon ministre. Le 26 juin 2024, je dépose la réponse de lettre accompagnée d'une lettre de démission adressée au président de la République. Je vous nomme son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le 27 juin 2024, le lendemain, n'ayant pas reçu de réponse à ma demande de démission, je suis systématiquement retiré du groupe de travail par le secrétaire général. Ce groupe est composé de l'ensemble des directeurs du ministère ainsi que même du ministre et de son cabinet. Le 18 juillet 2024, on nomme mon successeur et on précise poste vacant dans le communiqué même du Conseil des ministres. Actualité politique toujours, dissolution de l'Assemblée nationale. L'ancien parlementaire Théodore Chérif Monté juge inutile une saisine du Conseil constitutionnel. Selon lui, les choses sont claires. L'article 87 de la loi fondamentale a déjà réglé le problème. Pape Faranig. Le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Les députés de cette législature ont été élus le 31 juillet 2022 et installés le 12 septembre de la même année. Question: sur quelle de ces deux dates le président peut se baser pour dissoudre le Parlement? Conformément à l'article 87 de la Constitution, il est dit que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cette dissolution ne peut pas intervenir avant les 2 premières années de la législature. La législature, elle a démarré effectivement le 12 septembre 2022, à l'installation des députés. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la 13e législature n'a fini son mandat que lorsque la nouvelle Assemblée a été installée. Donc, le cut-off, il est très clair, c'est le 12 septembre 2024. C'est la date à laquelle l'Assemblée nationale actuelle, la 14e législature, aura 2 ans, et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra la dissoudre. L'ancien député juge inopportune la saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État. Moi, je pense que c'est une question inutile. C'est une question inutile parce que
elle a été déjà réglée par la loi. Ce qui est dans la loi est clair, on n'a pas besoin d'aller poser la question au Conseil constitutionnel. Le Conseil ne pourra se prononcer que par rapport à la Constitution. Une dissolution qui va certainement impacter le calendrier électoral. Si on le dissout le 12 septembre, l'article 87 de la Constitution dit que le président de la République prend le décret de dissolution et fixe en même temps la date des élections. Et cette date des élections ne peut pas aller au-delà de 90 jours après la dissolution. C'est entre 60 et 90 jours. Donc quand vous allez dans le code électoral, il est dit que pour aller aux élections législatives, on a besoin de faire ce qu'on appelle le parrainage. Et ce parrainage se fait 150 jours avant la date du scrutin. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction entre les délais imposés par la Constitution en cas de dissolution et les délais du parrainage. Si on dissout l'Assemblée nationale le 12 septembre, elle ne pourra plus siéger. C'est ce que dit l'article 87. L'Assemblée nationale, les députés ne pourront plus se réunir, donc on ne pourra plus voter de loi. Donc il faudra faire très attention. Si on dissout l'Assemblée nationale aujourd'hui, on aura un gros problème pour aller aux élections législatives. À partir du 12 septembre, coïncidant avec les 2 ans de législature, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale conformément à l'article 87 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel va peut-être lui montrer la voie à suivre. Difficulté des entreprises de presse, Ibrahim Ali Safaï et Ibrahim Assal appellent à des négociations. Nos équipes les ont rencontrées. Cheikh Ngoné Diop, Diafaraba. Certains quotidiens ont disparu des points de vente et pour cause, ils ont suspendu leur parution. Ce journaliste qui se désole de la situation liste les problèmes du secteur. Il dit de ne pas être surpris de voir d'autres journaux arrêter leur production. Et c'est lié à la pression fiscale, mais également aussi à la résiliation abusive des conventions publicitaires et de visibilité et le refus de payer les dettes dues aux entreprises de presse, mais également aussi la confiscation du fonds d'appui et de développement de la presse et les injonctions faites par TDS à certaines entreprises de presse. Malgré les énormes difficultés que traverse la presse, elle continue de jouer un rôle fondamental dans notre pays. D'abord, il y a un côté, comme on dit, constitutionnel. Nous sommes dans un pays de liberté, donc on est libre de s'exprimer d'abord. On a le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer par l'écrit, par la plume, par la télévision, par la radio. Tout le monde est libre de le faire. En plus de ça, il y a le droit aussi de créer des organes de presse pour s'exprimer. Et dans ce cadre-là, on doit le faire. Mais la loi est là qui met en condition tout cela. Ne serait-ce que créer une société n'obéit pas forcément à des règles de presse. On peut créer une société d'édition et ensuite créer un organe de presse. Voilà. Et cette création est libre. Aujourd'hui, nous sommes dans une liberté quasi totale. Des solutions pour une sortie de crise ne manquent pas. Il faut que l'appui de l'État puisse se faire dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'il faudrait que le soutien à l'entreprise de presse ne soit pas un soutien monétaire direct. Il faut que ce soit un soutien dans l'encadrement, c'est-à-dire que dans la fiscalité, il faut que ce soutien soit fait de telle sorte que l'État puisse, sans le dire, appuyer la presse. Nous avons besoin que l'État nous prête une oreille attentive, qu'on puisse proposer des solutions, que lui aussi, en ce qui le concerne, puisse proposer des solutions de sortie de crise et qu'on essaye de vraiment faire, des propositions qui sont durables, mais surtout qui vont permettre réellement à l'entreprise de presse d'être viable. Une situation qui ne peut plus continuer avec les multiples menaces sur les emplois déjà créés. Il est plus qu'urgent de trouver des solutions à ce problème. Violence faite aux femmes vivant avec un handicap, le réseau panafricain pour la promotion d'une culture pour l'exercice et le respect des droits des femmes se mobilise. L'objectif est de faire cesser définitivement ces abus et violences. Dissa Prera, Amadouba.
Elles sont des femmes, elles vivent avec un handicap et elles sont victimes de diverses violences. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont dans cette situation veulent que ces abus cessent. Nous avons réfléchi sur des mécanismes de prévention, de créer un réseau de dénonciation et un réseau qui va travailler avec des organisations des droits de l'homme et des organisations de la société civile et aussi la sécurité, les membres de la sécurité comme le ministère de l'Intérieur, de travailler, de nous accompagner sur la question. S'il y a des cas de ce genre-là, le réseau le dénonce et en plus aussi nous allons prendre en charge la victime et de poursuivre ces gens qui sont en train de faire ces genres de violences-là aux femmes. Pour atteindre cet objectif, les personnes vivant avec un handicap invitent les autorités à mettre en œuvre et de façon effective la loi d'orientation sociale qui promeut et protège leurs droits. Il faut dire que cette loi souffre encore de problèmes d'application. Pour cause quand même, pour défaut de signature de décret, parce que sur les 11 décrets d'application de cette loi-là, il n'y a que 3 qui ont été votés. Donc ça constitue un véritable défi par rapport à l'effectivité des droits des personnes handicapées. Par rapport à ce retard-là, donc on peut dire que les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'État, il y a une absence de volonté étatique, ça il faut se le dire. Il y a aussi la part aussi des organisations de la société civile, mais également des organisations de personnes handicapées eux-mêmes, donc qui devraient travailler davantage pour quand même que l'on ait cette effectivité de la loi d'orientation de 2010. 73 Sénégalais sur 1000 vivent avec un handicap, soit 7,3% de la population. C'est ce qui est ressorti de l'étude de l'ANSD de l'année 2023. Merci Dissa. À SICAP Baobab, des travaux de réhabilitation de la voirie causent des désagréments. Voilà 8 mois que ça dure. De quoi déclencher l'impatience des populations. Habib Faye. Des travaux qui changent le décor de la SICAP Baobab, particulièrement la rue Oku. Les habitants n'en peuvent plus. Moussa Diène habite la localité depuis 40 ans. La durée des travaux devient un fardeau pour ce délégué de quartier. Nous, on n'a pas un problème par rapport à l'exécution des travaux. Le problème qu'on a avec eux, c'est la durée. Parce que ça fait maintenant plus d'1 mois, presque 2 mois. On ne voit même pas d'interlocuteur. Ils sont venus, ils ont gâté, ils ont commencé les travaux. Nos devantures sont complètement gâtées. Pour sortir de nos maisons, même c'est des problèmes maintenant avec le début de l'hivernage. Conséquence, les avaloirs d'eau pluviale qu'ils sont en train d'ensevelir. Là, il peut y avoir des problèmes avec l'hivernage, les conséquences de ce problème. Certaines maisons seront inondées. Cependant, ils invitent les autorités à terminer les travaux pour que la SICAP puisse retrouver son visage habituel. L'inquiétude qu'on a, c'est par rapport à la qualité de route. Parce que là, à la SICAP, il y avait de bonnes qualités de route qu'ils nous avaient fait depuis Amoulwon Trou, Amoulwon Dara. C'est eux-mêmes qui sont venus, qui ont coupé les routes. Et nous vous réclamons la même qualité de route, qu'ils nous fassent la même qualité de route, continuer les travaux sans qu'on nous dise là où on va aller avec eux. Ouais. Parce que s'ils ensevelissent les avaloirs, on aura des problèmes après. L'eau pluviale va rentrer dans les maisons. Et nous savons qu'en ce moment, les au Sénégal de Fouberi. Les travaux de réhabilitation des circuits d'eau ont pris du temps à la SICAP Baobab. Face à cette longue durée d'exécution, les habitants sans interlocuteurs se disent inquiets de la dégradation des routes de leur localité. Alors maintenant à Saint-Louis du Sénégal, il ne vit que pour les arbres. Cher Ahmed Tidiane Sarr en a planté une centaine constellées entre les quartiers Lodo et Sindone à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée, vous le savez, en début de semaine. Nos équipes nous dressent son portrait au Sénégal Pabipsek. Ahmed Tidiane Sarr ne vit que pour les arbres. Il les surveille, les embrasse et sent leur parfum tous les jours. Sa relation avec les arbres est une longue histoire, une histoire d'un vrai patriote.
Moi-même, je les ai plantés, oui. J'ai creusé, j'ai planté, j'ai cherché de l'eau. Des fois, quand le fleuve est salé, je vais chercher de l'eau dans la mosquée avec le... Cheikh Ahmed Tidiane Sarr reboise et protège ces centaines d'arbres qu'il a plantés lui-même dans le quartier nord de Saint-Louis. Selon lui, il ne peut pas vivre sans les arbres. Je suis professeur à l'École nationale des arts. Depuis j'ai fait là-bas 30 ans d'exercice. C'était un épanouissement pour moi. Ça me donne vie. C'est pourquoi je fais ça. Vraiment, j'aime la nature. Je suis là avec la nature jusqu'à la fin de mes jours. Le Saint-Louisien est un grand amoureux de la nature. Son plus grand défi est de rendre verdoyante la vieille cité. Là, en 2015, j'ai commencé à faire des arbres à planter, petit à petit. Donc, la petite vient en mangeant, donc je vais jusqu'au sud pour planter. Hein. Je vais même jusqu'à la mer pour planter des filaos pour essayer de retenir le sable pour que l'avancée de la mer ne se passe pas. Grand intellectuel et amoureux des arbres, il a été désigné en 2015 par l'équipe municipale comme étant l'homme de l'année. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr a aussi reçu la décoration d'officier de l'Ordre national du Lion. Des distinctions qu'il apprécie à sa juste valeur, mais préfère chaque jour vivre dans son milieu naturel, entouré d'arbres. Merci Ousseynou. Dans l'actualité sportive, Jeux Olympiques Paris 2024, Louis-François Mendy s'arrête en demi 110 mètres et des Jeux Olympiques. Le point JO, c'est avec Cher Sadibou Diarra. Louis-François Mendy s'arrête en demi-finale du 110 mètres et des Jeux Olympiques Paris 2024. Le hurdleur termine troisième de sa série avec un chrono de 13 secondes 34 centièmes. Ce qui ne lui permet pas d'atteindre son objectif d'accéder en finale. Il y avait beaucoup d'athlètes, de bons athlètes en lice. Aujourd'hui, on peut vraiment le considérer comme un athlète de haut niveau. Et il a fait une très bonne performance, une très belle course. Maintenant, c'était une course qui est très serrée vu les performances des autres séries. Donc, pour être meilleur troisième, il faut faire un bon chrono. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de manière générale par rapport à la compétition en général. Je pense que s'il se prépare très bien, donc pour les échéances à venir, il peut faire mal et il peut monter sur le podium. Donc pour les Jeux Olympiques à venir. En tout cas, il est conscient de cela et c'est un gosse qui est en train de travailler, qui est très sérieux et qui sait ce qu'il attend. Il connaît maintenant le haut niveau. À 25 ans, le champion d'Afrique en titre reste une valeur sûre de l'athlétisme sénégalais. Bon, sur le plan des améliorations, je pense qu'il a une bonne technique. Aujourd'hui, il court très bien, donc il a fait beaucoup de réglages par rapport à cette cette épreuve. Je pense que ce qui lui reste, c'est la préparation. Il lui faut une très bonne préparation. Il faut qu'il s'y prenne à temps et il faut qu'il se frotte au meilleur du monde, donc et participer aux compétitions de haut niveau. Maintenant, c'est tout ce qui lui manque. Je pense que s'il se prépare très bien, donc et à temps, il peut être au même niveau que les autres. Voilà, donc nous avons bon espoir que nous allons il aura du soutien. L'athlétisme sénégalais qui attend une place en finale olympique depuis 2008 et une médaille olympique depuis 1988. Deux objectifs qui doivent animer Louis-François Mendy dans les 5 prochaines années. Et le record mondial du 400 mètres a été battu hier, vous le savez, par Cheikh Tidiane Diouf. Le record a été détenu jusque-là par Amadou Gakou, record de 56 ans. Amadou Gakou se dit ravi. Voici le reportage de Mamadou Djaï. The last to rise there was the Ethiopian Lee Evans, went up very fast in lane 6. Also going well in lane number 2 is Larry James, United States. And Evans really hasn't started to motor yet. Gakou of Senegal also going well. Il est âgé aujourd'hui de 84 ans. Amadou Gakou a vu son vol se réaliser avec l'exploit de Cheikh Tidiane Diouf, qui a fait un temps de 44 secondes, 94 centièmes aux Jeux Olympiques de Paris 2024, lors des demi-finales de 400 mètres. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que le gosse a pu quand même, Cheikh Tidiane a pu battre le record parce que ça est dans ses cordes. Parce que quand vous voyez sa progression pendant les séries, vous aurez dit quand même, doutez-vous un peu de ce qui va se passer. Et or qu'il était dans de bonnes mains. Alors il a tout fait pour quand même avancer et améliorer de série en série sa performance.
Je pense que c'était l'idéal et c'était aussi dans ses cordes. Il dit avoir envoyé un message pour doper son compatriote Cheikh Tidiane Diouf à la veille de son demi-finale. Parce que lui, il l'a dit, il pensait au record. Bon, il aurait dit quand même, il pensait au record, c'est une bonne chose. Il aurait dit quand même redoubler encore d'efforts pour pouvoir quand même être parmi les finalistes. Dieu a voulu ainsi l'inverse. Alors, je crois que compte tenu de tous ces aspects-là, moi, je ne sais que le féliciter et le remercier davantage, qu'il soit encore plus courageux et qu'il persévère à quand même cultiver de belles performances à l'avenir. L'athlète sénégalais est arrivé en 6e position de la première série des demi-finales du 400 mètres avec un chrono de 44 secondes 94 centièmes, établissant un record national sur cette distance. Cheikh Tidiane Diouf, lui, invite les autorités à l'accompagner dans sa quête d'une médaille aux prochaines échéances. Toujours les espoirs de médailles, puisque vous le savez, l'écran olympique reste vide et c'est au tour de Combesec de rentrer en lice ce jeudi en canoë-kayak sprint. Elle se dit motivée, la voici. Le comité olympique m'a donné une bourse olympique. Le président Adifal m'a dit tu vas y aller en France encore, dans un club de l'ASL. C'est un bon club, il y a des bons athlètes et des bons matériels. On m'a donné un bateau neuf. Il y a tout ici. Et les coachs, ils nous aident beaucoup. J'ai fait mes préparations pour le mois de novembre pour aller au Nigeria, à Abuja, pour préparer la qualification, le quota africain. J'étais avec Greg. Il a beaucoup pleuré quand j'ai eu ma qualification là-bas. C'était génial. Moi aussi, j'ai pleuré et c'est l'honneur pour moi. Mon rêve, c'est pour les Jeux de Paris, pour chercher une médaille, travailler, aider ma famille. Et pour rester ici pour les Jeux de 2028, c'est ça mon rêve. Entrée en lice ce jeudi à 8h30 et on croise les doigts pour Combesec. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.